Donc, je vais d'abord remercier les organisateurs pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de parler ici. Donc c'est un sujet qui n'est pas tout à fait, peut-être pas tout à fait familier à tout le monde dans l'audience. Donc, je vais y avoir une partie de présentation du groupe d'Heisenberg et de la transformée de Fourier dessus et des problèmes que ça pose. Alors d'abord, le groupe d'Heisenberg, pourquoi on s'intéresse à ça? Donc, c'est quelque chose qui intervient en analyse complexe. Et c'est quelque chose qui joue le rôle en multidimension de la droite réelle pour le demi-plan de point carré. C'est-à-dire que vous prenez le disque unité, vous l'envoyez conforme sur le demi-plan de point carré, le bord, c'est la droite réelle. Quand vous faites ça dans C puissance D plus 1, vous trouvez le bord, vous trouvez le groupe d'Heisenberg. En fait. Le groupe des translations, c'est ça. Donc ça, c'est un point de vue analyse complexe, c'est une des motivations. Et l'autre motivation, c'est lié à la mécanique quantique, et il y a des liens avec la quantification de Weil. Donc, et ça, je n'aurai pas trop le temps d'en parler, peut-être je l'évoquerai très brièvement. Donc c'est ça les motivations pour étudier ce groupe. Et c'est le premier groupe non commutatif, disons c'est le moins non commutatif des groupes de Lie non commutatifs. Voilà. Et c'est l'analyse dessus, vous allez voir que ça pose tout un tas de problèmes qui sont relativement intéressants. Donc qu'est-ce que c'est que donc HD, donc D c'est un entier supérieur ou égal à 1, c'est en fait, vous pouvez le voir comme RD plus 1, R2D plus 1. D'accord. Donc je désignerai par W, c'est un point qui est dedans. Et en fait, ce W, il est grand Y et S. Donc grand Y, c'est dans R2D, S, c'est dans R. Mais le grand Y, en fait, je vais le voir comme un élément du cotangent à RD. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot pompeux? Il y a simplement que le grand Y, je le vois comme un Y et un état qui ne vont pas jouer le même rôle. Ça, vous pensez que c'est en fait la variable de Fourier classique. C'est une forme linéaire. Ça, c'est un vecteur. Alors, sur R2D plus 1, R2D ou T étoile RD, il y a une forme symplectique canonique qui est définie comme ça, qui est Y état Y' moins état prime Y. C'est une forme bilinéaire, antisymétrique, non dégénérée, qui a une structure symplectique sur T étoile RD. Et qu'est-ce que c'est que le groupe d'Heisenberg? Donc c'est cet ensemble-là, muni d'une loi de produit. Et qu'est-ce que c'est que la loi de produit? La loi de produit, donc sur la partie T étoile RD, c'est la somme. Donc jusque-là, tout va bien. Ensuite, là, on met S plus S', jusque-là, tout va toujours bien. Et là, on ajoute ce terme. Voilà. Bien. Donc ça, c'est une loi dont vous pouvez voir, on peut vérifier qu'elle est associative. Et c'est un groupe parce que W-1, c'est tout simplement moins W. Pas très difficile à vérifier. Parce que tout simplement, Y ou moins Y, ici, ça fait 0, hein, bien sûr. Donc vous avez une loi de groupe. Et vous avez... Alors, les objets qui sont liés à ce groupe, qui sont intéressants, il y a d'abord les dilatations. Donc les dilatations, je multiplie... Qu'est-ce que ça va être une dilatation? Ce que j'attends d'une dilatation, c'est évidemment que la dilatée d'un produit, ce soit le produit des dilatés. D'accord? Et si vous voulez ça, eh bien, qu'est-ce que ça va être delta A de W? Vous allez avoir A grand Y, mais vous voyez ici, c'est quadratique. Donc vous allez avoir A 2 fois S. Voilà. Et donc, quand vous prenez le jacobien de cette application linéaire, vous allez trouver le déterminant, vous allez trouver A puissance 2D plus 2. Et par définition, on appelle ça grand N, et grand N, c'est la dimension homogène. C'est la dimension homogène, c'est-à-dire c'est pas la dimension de l'algèbre binaire, c'est pas la bonne. La dimension de l'analyse, c'est celle-là. C'est-à-dire c'est celle-là qui pilotera, par exemple, les inclusions de Sobolev. Donc c'est la vraie dimension, c'est la dimension homogène. Donc qui dit groupe, il y a une mesure invariante. Une mesure invariante, c'est pas difficile à voir. Parce que quand vous regardez les translations, vous prenez la matrice des translations. Les translations, c'est toujours une matrice triangulaire. Que ce soit à droite ou à gauche, il y a les triangulaires en haut ou en bas. Et il n'y a que des 1 sur la diagonale. Donc le jacobien, c'est 1. Donc c'est la mesure de Lebesgue. C'est Lebesgue. Là, ça ne change rien. D'accord? Vous avez une mesure invariante, vous avez de la convolution. Alors, quand vous définissez la convolution, il faut évidemment faire attention. On vit dans un monde non commutatif. Donc il faut faire attention dans l'ordre dans lequel on écrit les choses. Voilà. Évidemment, il ne faut pas l'écrire n'importe comment. Hein? Pas l'écrire n'importe comment.
Donc ici, quand je mets évidemment, c'est le produit sur Heisenbergien, bien sûr. Donc vous avez une convolution, bien. L'autre objet qu'il y a, c'est évidemment les dérivations. Et les dérivations, ce qu'on veut, c'est des dérivations qui vont être invariantes par translation. Les dérivations invariantes, et invariantes par translation, on prend les translations à gauche. Bon, c'est la tradition du sujet. Donc, évidemment, translation à gauche, qu'est-ce que c'est? C'est W, c'est une translation à gauche. D'accord? C'est une application en W' à W fixé. Et qu'est-ce que c'est qu'un champ invariant par translation? Tout simplement, c'est un champ qui est comme ça, c'est-à-dire que vous dériviez avant-après pour tout W, vous vérifiez ça. Et ça, c'est un exercice de calcul différentiel de voir que ça implique que on a ceci au point 0. Ça implique, c'est un exercice. Vous différenciez, vous simplifiez par df et vous trouvez, vous faites W' égale 0 et vous trouvez ça. Bien. Et ça, qu'est-ce qu'il fait? Ici, évidemment, vous avez tous les champs, vous avez DYJ, vous avez DθJ et vous avez DS, donc vous regardez ce que ça devient. Et ce que ça devient, vous allez trouver un champ qui est DYJ plus 2 θJ ds, la différentielle de la translation, ce n'est pas très compliqué à calculer. Vous avez xij, un champ qui est associé à la dérivation dθj qui est comme ceci. Et puis vous avez un champ grand S qui est tout simplement ds. Bien. Alors, si vous regardez par rapport aux dilatations l'ordre de ces opérateurs, vous voyez que ça, c'est d'ordre 1, mais celui-là est d'ordre 2. ds, c'est un opérateur d'ordre 2 au sens des dilatations, puisque ici, vous avez A2. D'accord? Bon. Donc ça, ces dérivations-là, c'est exactement ça qui va jouer le rôle des dj dans Rn. D'accord? Ce sont les dérivations invariantes. Donc elles ne sont pas évidemment un coefficient constant au sens habituel, bien sûr, mais ce sont les dérivations invariantes pour la structure de groupe Heisenberg. Donc une fois que vous avez ça, vous avez un Laplacien. Donc le Laplacien, qu'est-ce que c'est? C'est la somme de j égale 1 à d de 6j carré et xj carré plus xj carré. Bon. Alors vous voyez, vous faites la somme des carrés des dérivés d'ordre 1. Donc vous voyez, vos dérivés d'ordre 1, quand vous faites ça, il vous manque toujours une direction, puisque ce système des dérivés d'ordre 1 est de rang 2D, alors qu'on vit dans un espace tangent de dimension 2D plus 1. Donc il manque une direction. Mais il y a une théorie classique des opérateurs, qu'on appelle les opérateurs sous-elliptiques, qui vous dit que, en fait, cet opérateur-là, il est auto-adjoint avec domaine H2. Qu'est-ce que c'est que H2? C'est tout simplement le fait que vous avez toute combinaison de deux dérivés comme ça reste dans L2. C'est la définition habituelle. Bon. Et puis en plus, ce qu'on peut démontrer aussi, c'est que le spectre, alors ça, évidemment, quand on aura la transformée de Fourier, ce sera assez facile à faire, mais quand on ne l'a pas, on peut démontrer à la main que le spectre du moins laplacien, c'est un spectre continu qui est la demi-droite réelle positive. Bon. Je ne vais pas vous démontrer ça, mais sur quoi ça repose? Ça repose sur une condition de crochet, c'est-à-dire que vous voyez que 4S, c'est le commutateur entre xj et xj pour tous les xj. Et ça, vous voyez que, alors quand on fait, évidemment, quand on est habitué au champ de vecteurs classique, c'est très perturbant parce que vous faites un commutateur entre deux opérateurs d'ordre 1, vous trouvez un opérateur d'ordre 2. C'est-à-dire le commutateur n'est pas d'un ordre plus petit que la somme des ordres des opérateurs. Ça, c'est le monde sous-elliptique. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est cette relation-là qui vous permet de démontrer que l'opérateur est auto-adjoint avec domaine H2. Voilà. Bien. Donc, si vous voulez, les dérivés ici, deux dérivés ici, vous donnent une dérivée en S. Voilà. Bien. Alors, maintenant, qu'est-ce que... alors, on peut faire de l'analyse. On peut calculer la transformée. Il y a une solution fondamentale du Laplacien qui se calcule à peu près de la même manière que dans RD, donc ça, ce n'est pas le problème. Ça donne des inclusions de Sobolev. De ce point de vue-là, une fois qu'on a ce type de théorème et qu'on a compris cette relation-là et qu'on tire dessus, on a beaucoup de choses comme dans RD. Alors, ce à quoi je vais m'intéresser aujourd'hui, c'est la transformation de Fourier. Donc la transformation de Fourier, comment on fait dans le grade d'un groupe commutatif? Il y a ce qu'on appelle le groupe dual, qui est le groupe des caractères.
Donc qu'est-ce que c'est dans le cas de RD, par exemple? Et bien, tout simplement, le groupe des caractères, ils sont comme ça. C'est-à-dire chaque caractère, c'est un caractère. Je vous rappelle que c'est un homomorphisme du groupe dans le cercle unité, et que tous les homomorphismes de RD dans le cercle unité, ils sont décrits par un xi dans RD. Donc vous l'identifiez à RD, et ça vous donne la transformée de Fourier. Bon. Alors évidemment, dans un groupe non commutatif, ça ne marche pas. On peut démontrer que les caractères dans HD, c'est en fait les mêmes que les caractères de R de D. C'est-à-dire que vous ne voyez pas la variable verticale. Donc vous ne pouvez pas espérer avoir une inversion puisque vous ne voyez pas la variable verticale. Donc il faut faire autre chose. Et les gens de théorie des groupes savent depuis très longtemps que ce qui remplace ceci, c'est la théorie des représentations. Donc je ne vais pas du tout vous faire une théorie de représentation, simplement je vais vous expliquer ce que c'est que dans le cas de Heisenberg, ce qu'on prend comme représentation. Alors en fait, il y a le choix entre deux représentations. Il y a la représentation de Bargmann, qui est très liée à l'analyse complexe et qui présente la difficulté que l'espace sur lequel on travaille, l'espace sur lequel agissent les représentations, varie avec un paramètre, et ça rend les choses compliquées parce qu'on va s'intéresser à des limites singulières par rapport à ce paramètre. Et la représentation de Schrödinger, qui est celle que je vais prendre, qui est plus simple, parce qu'en fait, elle est décrite en termes d'opérateurs sur l'espace L2 de RD, et l'espace L2 de RD, c'est un espace fixe. Bon. Alors, je vais simplement dire ce que c'est. Donc, qu'est-ce que c'est? Mais en fait, on regarde un homomorphisme de groupe entre HD et le groupe unitaire de L2 de RD de la manière suivante. Donc ici, il y a un lambda qui est un paramètre réel. Et ici, qu'est-ce que c'est? À W, je vais associer un opérateur UW lambda. Donc lambda, c'est un paramètre réel. Et ça, c'est une application. Et qu'est-ce que va être ce UW de lambda appliqué à une fonction petit u de x? Eh bien, ça va être tout simplement ceci. Donc ici, vous reconnaissez, vous voyez, ça a quand même un rapport avec Fourier. Hein. Et puis, ici, il y a deux lambda, eta, x moins y. Et ici, vous avez u de x moins 2y. Alors, les gens de l'auditoire qui sont familiers avec la quantification de Weil ont reconnu ici, si vous enlevez ça, vous avez reconnu ici que c'est simplement la symétrie de phase. Et ici, vous avez mis u de moins x. Hein, voilà. Et ça, c'est très facile de vérifier que c'est un homomorphisme de groupe. Donc, c'est évidemment une application unitaire dans L2, parce que ça, c'est le module 1, ça, c'est une translation. Et puis, vous avez que uw lambda, composé avec uw' de lambda, bah, c'est uw' de lambda. Ce n'est pas très difficile à vérifier, c'est un petit calcul à faire. Voilà. Et maintenant, on est armé pour définir la transformée de Fourier. Définition, et vous allez reconnaître un cours de L3M1. Donc je m'excuse, je vais vous faire un petit cours de L3M1, parce qu'on va refaire des choses qui sont classiques en L3M1 et qui sont là un tout petit peu plus délicates. Bon, encore que. Donc la définition, qu'est-ce que c'est? Eh ben, on prend Fourier, alors je la note en haut, ici avec un H, pour signaler que ce n'est pas la même, parce qu'on ne va quand même pas complètement oublier la transformée de Fourier classique. Qu'est-ce que c'est? Ben, tout simplement, c'est l'intégrale sur HD de f de w, uw lambda, dw. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est évidemment un opérateur borné sur L2. Donc, dans le point de vue de la théorie des groupes, qu'est-ce que c'est que la transformée de Fourier d'une fonction de L1? C'est une famille à un paramètre réel d'opérateurs bornés sur L2. Bon. Alors, quand on est en analyse de base comme moi, on se dit ça ne va pas du tout. Les gens de théorie des groupes s'accommodent de ça. Mais en analyse de base, il ne s'accommode pas de ça. Il veut que la transformée de Fourier, ce soit une fonction. Une fonction de quelque chose. D'accord. Bon. Et donc, en fait, tout le travail, donc j'ai oublié de dire que c'était un travail en collaboration, un travail en cours en collaboration avec Ager Baouri et Raphaël Donchin. Et en fait, tout le but de notre affaire, c'est de comprendre quel est l'espace de la variable de Fourier. Alors, ça paraît bizarre, mais ce travail-là n'a pas été fait vraiment précédemment. Il y a énormément de littérature dessus. On peut citer parmi beaucoup Stein, Udanicki, Geller, Tangavelu, etc. J'en oublie certainement, je m'en excuse. Mais ce n'est pas vraiment quelque chose qui est abordé comme ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que l'espace, qu'est-ce que c'est que l'équivalent du xi dans ce contexte-là? Et ça va nous permettre de définir la transformation de Fourier pour les distributions tempérées, ce qui n'était pas fait non plus. Et ce qui est quand même bien pratique après pour quand on veut continuer à faire de l'analyse. Voilà, donc c'est ça le programme de l'exposé. Donc évidemment, on paraît loin d'une fonction. Alors, d'abord, on va voir des propriétés qui sont un petit peu simples de la transformation de Fourier. Notamment, il y en a une qu'on attend, c'est-à-dire que la transformée de Fourier d'une convolution, bah, c'est la transformée de Fourier, c'est un produit. Et qu'est-ce que va être le produit ici? C'est un produit de composition. Vous avez des applications linéaires bornées dans 2, vous avez ça.
Je l'ai implicitement écrit ici, mais vous avez évidemment que la norme L2 de ça, la norme L de L2 de ça, c'est plus petit que la norme de F dans L1. D'habitude, c'est la norme L infinie d'une fonction, mais bon, c'est l'équivalent. D'accord ? Et puis, vous avez une propriété de continuité. Alors, la propriété de continuité, c'est un tout petit peu différent. C'est que, quel que soit U dans L2, c'est ce que les gens de théorie des opérateurs appellent la continuité forte. C'est que l'application qui a lambda associe F lambda appliquée à L2, c'est une application continue de R dans L2. Voilà. Donc ça, ce sont les propriétés basiques. Alors, bon, ça, c'est un exercice d'algèbre. Hein. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on attend en fait d'une transformée de Fourier ? Alors les gens qui font de la théorie des groupes, hein, ça peut être extrêmement difficile de définir la transformée de Fourier sur des groupes très généraux et de démontrer des théorèmes d'inversion ou de Fourier-Plancherel. Donc qu'est-ce qu'on attend d'une transformée de Fourier ? On attend ça, que ça transforme la convolution en produit. On attend des formules d'inversion et on attend une représentation spectrale du Laplacien. Donc ce qu'on attend, c'est donc la convolution, c'est fait, mais ce qu'on attend quand même, c'est vraiment l'inversion. Et quand je mets inversion, je mets ça comprend Fourier-Plancherel. Hein, et on attend une représentation spectrale du Laplacien. En clair, quelque chose qui vous transforme l'opérateur de Laplace en une multiplication. Ici, une multiplication sur RD, une multiplication par xi carré. Bien. Alors, qu'est-ce qui va... c'est en fait la dernière condition qui va nous guider et nous permettre de trouver en fait la variable de Fourier. Alors, la représentation spectrale du Laplacien, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Tout simplement, on va regarder comment la transformée de Fourier agit après action du Laplacien. C'est-à-dire qu'on va prendre une fonction f dans S. Donc S de HD, hein, quand j'écris S de HD, c'est S de R de D plus 1. C'est la même chose. C'est les fonctions qui sont si infinies à décroissance rapide. D'accord ? Et je vais regarder ce que c'est que la transformée de Fourier f de Laplacien à Heisenberg f lambda. Il n'y a pas de signe moins, pardon. Et si je vais l'appliquer à U, et je vais regarder ce que c'est. Et bien ça, en fait, et U aussi est une fonction de S, mais cette fois de RD, hein, et bien ça va être, en fait, la transformée de Fourier de F lambda composée avec l'oscillateur harmonique dilaté de lambda. Et qu'est-ce que c'est que l'oscillateur harmonique dilaté de lambda ? C'est le Laplacien moins lambda carré x carré. Bon. Et alors ça, évidemment, ça nous guide parce qu'on connaît parfaitement la structure spectrale de l'oscillateur harmonique. Avec les fonctions d'Hermite, il y a une suite de valeurs, il y a une suite de fonctions propres, et on connaît parfaitement les valeurs propres, on connaît tout là-dessus. Donc c'est ça qui va nous donner la structure spectrale du Laplacien Heisenberg. Donc les fonctions d'Hermite, comment ça se définit ? Donc c'est une suite de fonctions, donc n ici c'est un élément de nd. Et comment c'est défini les fonctions d'Hermite ? C'est tout simplement 1 sur puissance 1,5 Cn H0. H0, qu'est-ce que c'est ? C'est la gaussienne normalisée. D'accord ? Et qu'est-ce que c'est que C ? Cn. Alors en fait, les Cj, ce sont ce que les physiciens appellent les opérateurs de création. C'est-à-dire, vous dérivez par rapport à vous prenez moins la dérivée par rapport à xj, et vous multipliez plus la multiplication par xj, et les opérateurs d'annihilation qui sont ceux-ci. En fait, les fonctions d'Hermite sont définies exactement comme ça. Qu'est-ce que c'est que C puissance n ? C'est tout simplement, n c'est un multi-entier, vous prenez C1 à la puissance n1, etc., CD à la puissance nd. Évidemment, il commute, c'est tensorisé en fait. Bien. Et ce que vous savez, c'est que vous savez que l'oscillateur harmonique appliqué à Hn, eh bien, c'est 2 longueurs de n plus d fois Hn. On connaît les valeurs propres, c'est ça. D'accord ? Bien. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais ? Je définis évidemment, comme j'ai rescalé, je définis Hn lambda comme étant lambda puissance d sur 4 Hn de lambda 1,5 x. Et ici, la valeur propre, ici, j'ai mis un valeur absolue de lambda.
Bien. Autrement dit, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais prendre ma transformée de Fourier que j'ai définie opérateur comme ça, et je vais écrire sa matrice dans la base des HM lambda. Et qu'est-ce que ça va être ma variable de Fourier? Ben, ça va être les indices de ligne de colonne de la matrice, plus le paramètre lambda. Donc c'est une variable de Fourier un peu étrange, mais c'est celle-là qui sort, et c'est celle-là qui vous donne la structure spectrale du Laplacien, parce que, évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Donc maintenant, j'ai une nouvelle définition de la transformée de Fourier, que j'appelle cette fois avec un H en bas, et ça correspond à une variable W chapeau. Qu'est-ce que c'est que W chapeau? W chapeau, c'est N lambda, c'est un élément de N de D croix R. Alors comment je vais la définir? Ben, tout simplement, je vais la définir comme étant la transformée de Fourier en haut de F, c'est-à-dire l'aspect opérateur, hein, ça c'est l'opérateur, appliqué à HM lambda scalaire Hn lambda dans L2. Alors évidemment, si je continue, vous allez m'arrêter, vous allez me dire j'exagère, parce que qu'est-ce qui se passe en lambda égale 0? Parce qu'évidemment, tout ce que j'ai fait là fonctionne pour lambda égale 0. Alors quand vous ouvrez les livres, toute la littérature là-dessus, lambda est toujours supposé différent de 0. Alors évidemment, il y a une raison, c'est que vous voyez bien qu'en lambda égale 0, il y a quelque chose qui change. C'est-à-dire que vous voyez que la représentation ici, elle dégénère passablement, ça devient juste une translation par 2y. Mais tout ce que j'ai écrit là est parfaitement valable. Les formules que j'ai écrites là sont parfaitement valables. Mais évidemment, là, ça s'arrête. Et vous voyez ce qui se passe quand lambda tend vers 0, vous avez une limite singulière, c'est-à-dire que le spectre de cet opérateur pour lambda différent de 0 est discret. Par contre, pour lambda égale 0, c'est le Laplacien, qui a un spectre continu. Donc vous avez vraiment une limite singulière en 0. Et en fait, ce à quoi on s'est attelé, c'est à comprendre cette limite singulière. D'accord ? Alors, il faut que je la définisse en 0. Bah, écoutez, ce n'est pas un scoop, la transformée de Fourier en 0, tout le monde sait que c'est l'intégrale de la fonction. D'accord ? Donc ça, c'est pour lambda différent de 0. Et pour lambda égale 0, eh ben, je définis f chapeau nm 0, c'est l'intégrale de f fois delta mn. Et delta mn, c'est quelque chose qui vaut 1 si n égale m et 0 sinon. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est exactement, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'opérateur? Ça veut dire qu'en termes d'opérateur, c'est l'intégrale, c'est l'homothétie de rapport l'intégrale de f. Si je pense en termes d'opérateur, ça c'est la diagonale, ça vaut 1, donc c'est exactement, c'est l'homothétie de rapport intégrale de f. D'accord. Bon. Bien. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est comprendre la structure de cet espace-là. Je vais appeler cet espace-là, en fait, je vais l'appeler H chapeau. C'est-à-dire, c'est ça l'espace de Fourier. L'espace, l'équivalent du xi, c'est cet objet-là. D'accord ? C'est la variable de Fourier, c'est ça. C'est une fonction de ça. Bon. Alors, évidemment, on peut se dire, bah, c'est pas compliqué, après tout, ça, il y a une structure, c'est la structure induite par R de D plus 1. Alors ça, il faut oublier ça. Ça, c'est vrai en dehors de lambda égale 0. Mais vous voyez bien qu'en lambda égale 0, ce n'est pas vrai du tout. Il y a une limite singulière. Ce n'est pas ça du tout la structure. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de comprendre cette structure. Alors, d'abord, si vous pensez à Fourier-Plancherel, bah, évidemment, je veux une identité de Fourier-Plancherel. Donc je veux savoir ce que c'est que la mesure sur ce bazar. Je veux savoir ce que c'est. Je veux mettre une mesure sur cet ensemble. Sinon, je ne vais jamais pouvoir écrire Fourier-Plancherel. Bon, ça c'est le premier point. Donc une mesure, qu'est-ce que je veux? Je veux que, par exemple, si f est dans S, je veux que ma transformée de Fourier soit L1. D'accord? Normal. Ça paraît le minimum. Et d'ailleurs, pour l'inversion, j'ai besoin de savoir ce que c'est que la transformée de Fourier et L1. J'ai besoin de savoir. Donc j'ai besoin d'une mesure. Bon. Donc pour comprendre la mesure, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, si f est très régulière, qu'est-ce que c'est que la décroissance de ça? Puisque la régularité des fonctions, c'est ça qui donne la décroissance de la transformée de Fourier. D'accord? Bon, bah ça on le sait très bien parce que c'est écrit là. Où est-ce que c'est écrit? Non, c'était écrit là, c'était... malheureusement j'ai effacé, c'est quand j'ai fait le... oui, c'est quand j'ai écrit l'oscillateur harmonique, malheureusement. Donc en fait, qu'est-ce que c'est? Je vais savoir que quand je vais regarder la transformée de Fourier en bas de f au point m, du Laplacien
f, ben je sais tout de suite que je vais avoir moins, j'ai dû oublier un 4, je vais tout simplement avoir, ah non, c'est écrit là, voilà. Alors excusez-moi, ici j'ai oublié un 4. Bon, je ne vous ai pas expliqué comment ça se démontrait, c'est qu'en fait, vous mettez le Laplacien, vous avez une intégrale, vous faites des intégrations par partie, et vous trouvez ça. Voilà, je ne vous ai pas la peine de... Enfin, c'est un exercice élémentaire. Et donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous voyez que votre Laplacien, il va agir, ça c'est juste la valeur propre, comme je regarde sur des fonctions propres, il va agir comme ça. Donc ça va être exactement l'action du Laplacien, ça va être ça. C'est-à-dire que là, on a réalisé notre objectif ici, c'est-à-dire qu'on a une représentation spectrale du Laplacien, c'est-à-dire que le Laplacien, là-dedans, il est comme ça. Alors ici, c'est écrit comme ça parce que c'est une habitude, mais il faut voir qu'en fait, c'est le produit de, si je le vois en termes d'opérateurs, c'est le produit de cette matrice-là, et c'est le produit à droite, par une matrice diagonale dont les éléments diagonaux sont ça. D'accord? Bon. Voilà. Donc c'est un petit peu mal écrit, mais c'est quand même commode de l'écrire comme ça. On n'a pas l'habitude, quand on multiplie quelque chose, de mettre les multiplications derrière. Mais en fait, c'est un produit à droite de matrice. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai déjà un déquet. Je sais que je décrois comme... Parce qu'évidemment, quand ça est dans L1, ben, je vais savoir que tout ça va être borné, bien sûr. Donc, j'ai un déquet par rapport à ça. Alors, il y a un autre déquet, donc je n'ai pas très envie de rentrer, parce qu'en fait, on va beaucoup se concentrer sur la diagonale, en fait, n égale m. Donc, évidemment, ça pourrait suffire, mais en fait, il y a un déquet en n-m. Il n'y a pas de lambda. C'est-à-dire que quand on s'éloigne de la diagonale, ça décroît très, très, très vite. D'accord. Bon, je n'ai pas envie de... Il faut introduire les champs invariants, mais à droite, il faut regarder les différences. Ça sort un lambda. Essentiellement... ça utilise beaucoup le fait que je n'ai pas dit, mais qui est tout à fait évident quand on regarde la définition, c'est que si vous dérivez par rapport à S, ça redevient vraiment à multiplier par rapport à lambda. Parce que vous voyez, la variable S, vous faites juste ça. Donc quand vous dérivez par rapport à S, c'est juste une multiplication par rapport à lambda. D'accord. Bon. Donc on utilise cet ingrédient-là. Donc finalement, le déquet qu'on a, on a un déquet par rapport à 1 plus lambda. Alors je l'écris comme ça. Mais évidemment, c'est tout à fait, plus d. Bon, c'est une façon de l'écrire. Vous verrez pourquoi j'écris comme ça, parce qu'en fait, c'est une quantité, notamment quand n égale m, cette quantité-là, ici il y a une parenthèse, cette quantité-là est importante, c'est deux longueurs de n plus d. Quand n égale m, ça correspond aux valeurs propres du Laplacien. Bon, c'est juste une écriture, hein. C'est simplement, vous décroissez en lambda n sur la diagonale et vous décroissez en n-m ailleurs. D'accord ? Donc ça vous donne la décroissance de la transformée de Fourier. Ben, si vous voulez que ça soit L1, qu'est-ce que vous allez mettre comme mesure? Comme mesure, vous allez mettre sur h des chapeaux, vous allez dire qu'une fonction comme ça, par définition, ben, vous allez prendre la somme sur n et m, vous allez prendre l'intégrale sur R de nm lambda, valeur absolue de lambda d des lambda. D'accord? Ça vous donne, c'est exactement la mesure qui vous rend ça intégrable. D'accord? Bon. Puisqu'ici, vous faites un changement de variable, ici, en n, et ça vous sort le lambda d. D'accord? C'est ça qui vous donne l'intégrative. Bien. Alors, eh bien, ce qu'on a, on a en fait réalisé aussi l'inversion, ce qu'on peut démontrer. Il y a le théorème, alors je vais l'écrire parce que c'est évidemment, je vais l'écrire là, je vais écrire ici, théorème. Si je suppose que f chapeau H sont dans L1 de HD croix L1 de HD chapeau, eh bien j'ai une formule d'inversion. Et qu'est-ce que c'est que cette formule d'inversion? Je peux calculer f en fonction de f chapeau, et j'ai une formule qui est 2 puissance d-1 pi sur d plus 1. Et ici j'ai une intégrale sur h chapeau. De quoi? Ben, j'ai e puissance i s lambda. Donc ici on n'est pas dépaysé, bien sûr. Hein. Et qu'est-ce que je vais avoir? Ben, je vais avoir une fonction que je vais appeler w chapeau y tilde. Je vais expliquer dans un instant ce que c'est. Et ici je vais avoir des chapeaux. Qu'est-ce que c'est que cette fonction-là? Alors en fait, c'est... Je vais définir la fonction w. W de nm lambda y, donc ici je déplie un petit peu les variables,
c'est simplement l'intégrale de e puissance moins 2i lambda eta z hn lambda de moins y plus z hm lambda de y plus z dz. Alors ça, les gens qui sont familiers avec le calcul de Weyler-Mander ont reconnu la transformée de Wigner du couple des fonctions d'Hermite ici, à quelques petites constantes près. D'accord ? Bon, si ce niveau n'évoque rien, ce n'est pas grave, prenez-le comme une définition. Simplement observez une chose, le module de ça, c'est plus petit que 1. Le module de ça, c'est plus petit que 1, parce que ça, c'est le module 1. Vous faites un Cauchy-Schwarz, ces fonctions-là sont de norme L2 égale à 1, le module de ça est plus petit que 1. Donc ce paquet-là, et y tilde, pardon, c'est y moins zeta. Ce paquet-là, bah, c'est ce qui joue le rôle de puissance moins i xi x dans l'inversion de Fourier sur RD. Et on verra qu'on peut écrire la transformée de Fourier. Ici, il y a un moins et il n'y a pas de gris-gris sur le y. Et on met f ici, ça donne la transformée de Fourier. Donc la formule d'inversion, elle ressemble. Et on a un Fourier Plancherel. Et le Fourier Plancherel, c'est f L2 de h des chapeaux carré, qui est pi d plus 1 sur d moins 1, f dans L2 carré de h des chapeaux. Bon, de hd, pardon. Donc j'expliquerai tout à l'heure comment on peut démontrer de façon simple cette formule. Alors, dans la littérature classique, qu'est-ce qui se passe ? Ben, il se passe que, en général, cette formule est écrite en termes de trace de l'opérateur qui est là, et elle est écrite pour f égale 0. Puis après, on vous dit qu'il suffit de translater, mais il n'y a pas de très bonne formule pour la translation. Donc ça, c'est une des difficultés. Si vous me demandez ce que c'est que la transformée de Fourier d'une translatée, je n'ai pas de réponse aussi simple que sur RD. Il n'y a même pas vraiment de réponse très simple, malheureusement. C'est une des complications. Et puis ça, en fait, c'est lié à une norme de Hilbert-Schmidt de l'opérateur. Bon, voilà. Et je donnerai des éléments tout à l'heure pour comment on démontre cette formule de façon extrêmement simple. Alors, maintenant, on a réalisé une partie du programme, on sait ce que c'est que la décroissance, on sait ce que c'est que la mesure là-dessus. Mais la question, c'est qu'en Fourier, vous savez bien que la décroissance des fonctions se traduit en régularité de la transformée de Fourier. Alors la question, c'est qu'est-ce que c'est que la régularité de la transformée de Fourier sur le bazar, là ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Et c'est tout le problème là. Alors, en fait, ce n'est pas compliqué, en fait, finalement. Qu'est-ce que vous savez ? Ben, vous savez que si vous multipliez une fonction au départ par x carré, vous allez trouver le Laplacien de la transformée de Fourier, au signe près. D'accord ? Ben, ici, ça va nous définir ce que c'est que le Laplacien sur mon bazar. D'accord ? Tout simplement. Tout simplement, je veux dire, c'est pas en fait, c'est pas très malin. Hein. Il suffit d'y aller, de se dire qu'est-ce que c'est ? Forcément, c'est ça. Et puis, qu'est-ce que c'est que j'ai une autre décroissance ? J'ai la décroissance quand je multiplie par rapport à S. Et quand je multiplie par S, ça va me donner un opérateur qui va contenir, évidemment, qui va contenir du d lambda, mais pas seulement. Vous allez voir que c'est un opérateur qui est un tout petit peu compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, il y a une proposition qui dit tout simplement qu'est-ce que c'est que la transformée de Fourier de y de f. Au point, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est ? Ben moi, je dis tout simplement, c'est pas compliqué, je décide que c'est ça, tout simplement. J'appelle ça Laplacien chapeau. C'est le Laplacien. D'accord ? Bon. Et puis, qu'est-ce que c'est que la transformée de Fourier de moins is f ? Eh bien, tout simplement, je décide que c'est des lambda f chapeau. D'accord. Maintenant, simplement, vous allez me dire que je suis en train de vous tromper, il faut que je vous écrive ce que c'est que ces opérateurs. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est que ces opérateurs ? Je m'excuse, c'est un tout petit peu long. Hein, donc, je prends une fonction θ de nm lambda. Qu'est-ce que fait ce truc-là ? Il divise par lambda, par module de lambda, celui-là. D'accord ? Donc, vous voyez, il va me dire que ça reste bon, vous voyez, quand ça vous dit des choses sur lambda égale 0. Il commence par ça. À nouveau, pensez la diagonale. Ça, c'est la valeur propre de l'oscillateur harmonique, quand n égale m. D'accord ? Et puis ici, vous avez moins la somme de j égale 1 à d de njmj, nj moins delta j. Donc ça veut dire que vous décalez de 1 vers le bas le jm indice.
et puis plus la même chose. Et ici, vous décalez vers le haut. À quoi ça ressemble, ça? Ça ressemble à un Laplacien discret, plus ou moins rescalé avec le lambda. D'accord? Bon, alors comment on fait ça? Alors la démonstration, c'est pas très malin. On écrit la définition de la transformée de Fourier. Là, il y a des multiplications en y, il y a du état. Le état, ça fait la multiplication par état, ça fait des dérivations en y. On fait des intégrations par partie. Ça se balance sur les fonctions d'Hermite. Et les relations qui sont là, elles vous disent que dériver ou multiplier, c'est décaler les fonctions d'Hermite en multipliant par racine de n. Plus ou moins 1. Voilà. Démonstration, je ne peux pas vous dire, c'est juste ça. Il faut un peu de courage pour les faire, mais c'est juste ça. Bon. Et puis, le d lambda, qu'est-ce que c'est? Ça ressemble. Écoutez, le d lambda, je n'ai pas envie de vous l'écrire, je suis un peu paresseux. C'est d lambda plus... Alors, juste, il y a un... Alors ici, il y a d sur 2, et le d sur 2 est important, lambda et pas module de lambda, plus un truc qui ressemble à ça, je ne vais pas l'écrire. Ici, il n'y a pas de valeur absolue de lambda, il n'y a pas ça. Et ici, c'est la même chose, sauf qu'il y a un signe moins là. Bon. Au stade de cet exposé, ce n'est pas très grave. En tout cas, il y a un opérateur. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est que S? Je sais ce que c'est que l'image de S par la transformation de Fourier. Qu'est-ce que ça va être? Ça va être, alors je sais presque, ça va être quoi? Ça va être des fonctions qui vont décroître comme ça, telles que quand j'applique ces opérateurs-là, ça continue à décroître comme ça. C'est-à-dire je les dérive, ça c'est un Laplacien, ça c'est une dérivation par rapport à entre guillemets, ça continue à décroître. Bon. Sauf que ça, lambda différent de 0. Autrement dit, dans ma description actuelle, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai aucune communication entre lambda positif et lambda négatif. Et vous vous doutez bien qu'il faut quand même que ce soit, il y a une communication entre lambda positif et lambda négatif, parce que si je vais récupérer de la régularité en S ou de la décroissance en S, il ne faut pas que ça saute. Bon, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on n'a pas fait là? C'est qu'on n'a pas mis, on a mis des structures différentielles à l'extérieur de lambda égale 0, d'une certaine manière, mais je n'ai pas dit ce que c'était que la topologie de HD chapeau. Et c'est ça le point crucial, en fait. Et c'est ça que je voudrais faire maintenant. Et je pense que ça occupera une partie de la fin de l'exposé, c'est qu'est-ce qu'on met comme topologie sur cet espace-là. Et vous allez voir que ça vous donne une image très très différente de ce que vous en avez. Là, vous pensez, c'est une suite dénombrable de droite. Non, ce n'est pas ça du tout. Vous allez voir que ce n'est pas ça du tout, du tout. Ça ne ressemble pas du tout à ça. Et c'est ça qu'on va faire maintenant. Peut-être comprendre la structure en lambda égale 0. Je vais vous faire, je m'excuse, j'ai vraiment l'impression de faire, maintenant je vais faire du L3, vraiment du L3 élémentaire, c'est-à-dire je vais définir des distances et définir une topologie avec des distances. Voilà. Donc qu'est-ce que c'est la topologie? En fait, je prends des points, quand même, je prends 2 points comme ça. Donc W chapeau, W prime chapeau. Et je vais définir une distance avec un tilde, parce que ce n'est pas tout à fait la bonne. Et je vais dire que ça, je vais prendre lambda, la distance euclidienne entre les points lambda nm, lambda nn', plus lambda moins lambda prime. Bien. Puis en fait, comme je m'intéresse à des choses locales, et je ne veux pas des distances grandes, je vais prendre le minimum de 1 et de ça. J'ai bien le droit de faire ça, j'ai une distance, si je prends le minimum de 1 et de la distance, c'est encore une distance. Je vous avais dit que c'était du L3. Bon. Maintenant, qu'est-ce que je vais mettre? Ça, ce n'est pas la vraie distance que je vais prendre. La vraie distance que je vais prendre, des chapeaux de W', c'est D tilde de ça, si V et V' appartiennent à la diagonale, ou bien si V et V', tous les deux, n'appartiennent pas à la diagonale. D'accord? Et je vais prendre un sinon. C'est-à-dire, je décide que, même si on se rapproche de 0, les points qui sont sur la diagonale, ils sont à distance 1 de ceux qui ne le sont pas. D'accord?
Alors, c'est un exercice de L3 de vérifier que ça définit une distance, cette histoire. Alors, définir une distance, il y a l'inégalité triangulaire, sauf que, vous avez remarqué un truc, c'est qu'évidemment, tous les points n0 sont à distance nulle les uns des autres. Bon, alors ce n'est pas une distance, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai fait un quotient. Donc j'ai quotienté, j'ai identifié tous les points nn0 à un seul point. Et j'ai identifié tous les points nm0 à un autre point. Mais regardez la définition que j'ai prise de la fonction ici, c'était en germe. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez bien qu'il y a, en lambda égale 0, il y a deux valeurs possibles. Donc il n'y a que deux points. D'accord? Forcément, il n'y a que deux valeurs possibles. Ça prend deux valeurs, donc il n'y a que deux points. Bon. Alors maintenant, si on regarde, si on fait le dessin près de 0, qu'est-ce que c'est l'image qu'il faut avoir? Eh bien, en fait, vous avez deux cônes. Et chaque cône, ici, vous avez alors un point qu'on appelle 0 H chapeau, donc ça, c'est celui de la diagonale. Et puis, vous avez un autre cône. Et vous avez un nombre dénombrable de droites qui passe par le même point. C'est ça l'image topologique. Et vous avez deux composantes connexes, et non pas une infinité. D'accord? Voilà. Donc c'est ça la topologie. Et maintenant, il y a un théorème qui vous dit que f chapeau h c'est continu pour h des chapeaux et la distance des chapeaux. C'est-à-dire la fonction f, elle est continue pour cette topologie. Alors, oui, la transformée de Fourier, c'est toujours une fonction. La transformée de Fourier d'une fonction L1, c'est une fonction continue. Voilà. Alors ça, c'est pour f dans L. D'accord? Ça, c'est une sorte d'axiome, c'est un credo, ça. Ben là, c'est vrai, la topologie, la bonne topologie, c'est celle-là. Alors, comment ça se démontre? Et la démonstration, je pense, est relativement intéressante. Je vais faire la démonstration parce qu'elle va nous permettre aussi de comprendre la démonstration d'inversion de Fourier. Comment on fait? Eh bien, on écrit la définition de la transformée de Fourier au prix d'un petit changement de variable. On trouve que c'est ça. Bon, il y a un petit changement de variable que je ne détaille pas, mais on trouve que c'est ça. Ici, j'ai moins i lambda eta x plus x'. Ici, j'ai hn lambda de x. Ici, j'ai hm lambda de x'. Et ici, j'ai dx, dx', d'état ds. Voilà, un petit changement de variable. Bien. Alors maintenant, si vous regardez cette formule, si vous intégrez par rapport à eta et s, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que ça s'écrit comme, si je pose phi égale la transformée de Fourier, alors cette fois classique par rapport aux variables eta et s de f, vous allez avoir 2 puissance moins d, vous allez avoir l'intégrale de phi de x moins x' sur 2, vous allez avoir au point, donc c'est au point x plus x', lambda x plus x', lambda, et ici vous avez vos deux fonctions. D'accord? Bien. Alors ça, c'est une vision de la transformée de Fourier. Qu'est-ce que vous regardez? Ben vous voyez qu'en fait, vous l'avez décomposé en 3 opérations triviales. Première opération, qu'est-ce que vous faites ici? Quand j'écris ça, qu'est-ce que vous faites d'abord? Vous prenez la transformée de Fourier en eta et s. Ce n'est pas une opération très compliquée. Ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous faites un changement de variable singulier, c'est-à-dire au lieu de mettre la variable ici y et la variable z, vous mettez lambda x plus x'. D'accord? Je vais appeler ce changement de variable singulier grand phi. Il est singulier en lambda égale 0. Puis après, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez simplement à une fonction de L2 de RD croix RD, vous lui associez ses coordonnées dans une base hilbertienne. Ce n'est pas une opération extrêmement compliquée. Ça, c'est exactement prendre les coordonnées de ce truc-là dans cette base-là. D'accord? Bon. Donc vous avez, j'appelle P, la prise de coordonnées. Bon. Je m'excuse, là je vais redescendre encore d'un cran parce que je vais dire que l'inverse d'une composée, c'est la composée des inverses dans l'autre sens. Je crois que ça doit être du L2, ça, je pense. Donc j'écris ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, j'ai des coordonnées, j'associe un vecteur. Bon. Ça, c'est une formule de changement de variable dans l'autre sens. Ça se calcule. Ça, c'est la transformée de Fourier inverse. Donc les formules d'inversion, elles viennent toutes seules. D'accord? Voilà. Il n'y a rien à faire. Bien.
Donc cette formule-là est intéressante parce que vous voyez, ça vous montre que cette transformée de Fourier, qui a l'air un objet très compliqué, en fait, c'est juste une composée de transformations très simples. Les 3 transformations très simples. Le Fourier par rapport aux 2 variables, un changement de variable singulier, des coordonnées. Et évidemment, ça s'inverse trivialement. Et vous pouvez suivre l'effet de la norme L2 à chaque opération. Et c'est ça qui vous donne Fourier-Plancherel. Bien. Alors, évidemment, si vous amusez à démontrer cette formule-là directement en régularisant, etc., vous n'êtes pas arrivé. Hein, mais il faut bon. Alors maintenant, comment on va faire dans notre cas présent? En fait, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire une formule de Taylor en lambda égale 0. D'accord? Donc cette formule de Taylor, elle va vous donner quoi? Elle va vous dire ici que vous avez une fonction, quand j'écris la formule de Taylor, j'ai un truc ici qui dépend de t, j'ai une intégrale qui dépend de t que je n'écris pas. Et puis ici, vous allez avoir dz(j). Et ici, vous allez avoir, je l'écris, lambda 1,5 ij plus x'(j). Et puis, vous allez sortir lambda sur lambda 1,5. Maintenant, quand vous regardez ça, là-dessus, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que vous multipliez vos fonctions d'Hermite. Quand vous multipliez les fonctions d'Hermite, malheureusement c'est effacé, ça veut dire que vous les secouez, vous décalez, et vous multipliez par quelque chose contrôlé par racine de 2n. Donc ces termes-là vont vous donner quoi? Il y a un lambda 1,5 devant, et du racine de n plus racine de m, disons plus 1. Hein. Je ne détaille pas les constantes, mais quelque chose comme ça. Mais ça, à la distance, ça tend vers 0, parce que la distance, à l'origine, c'est ça. Donc ça tend vers 0. D'accord? Quand on dérive par rapport à lambda, là c'est tout bête, il sort une puissance de lambda, ça tend vers 0 parce qu'il y a lambda dans la distance à 0. Voilà. Et qu'est-ce qui vous reste? Le terme, il vous reste un terme comme ça. Alors avec un petit changement de variable, je vais l'écrire comme ça. Il vous reste un truc comme ça. Puis ici, vous avez 0, 0. Et puis vous avez hm. Ici, j'ai plus de lambda. Le lambda, je l'ai mis à l'intérieur. C'est plus commode pour comprendre. Et qu'est-ce qui se passe ici? Vous voyez simplement que ça tend vers la masse de Dirac en 0 fois l'intégrale de phi par rapport à cette variable. Et qu'est-ce que c'est? Ça, c'est les valeurs en 0 de la transformée de Fourier, donc vous trouvez l'intégrale. Et ici, comme ça converge au sens L2, c'est une convolution, vous allez trouver que ça converge vers la fonction caractéristique de la diagonale, fois l'intégrale. Voilà. Bon, je ne vous estime pas la vitesse de convergence, en fait, il faut écrire une petite formule de Taylor ici pour faire apparaître la bonne puissance, mais je vous épargne ce petit point, mais en tout cas, ça converge. C'est ça l'idée. Voilà. Bon, alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Alors, qu'est-ce que c'est que S? Il faut que je vous définisse par vous définir S, puisque la définition de S, qu'est-ce que c'était? Tout simplement, j'avais dit, il faut de la décroissance plus de la décroissance quand j'applique les opérateurs. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir? Je vais exiger à chaque fois de la continuité. C'est-à-dire, je vais avoir un espace qu'on appelle CS de HD, qui est l'espace des fonctions continues à décroissance rapide. À décroissance rapide. D'accord? Et maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une fonction de S? Une fonction de S, c'est une fonction telle que, quel que soit K, eh bien, le delta chapeau K et le d lambda K appartiennent, je vais l'appeler θ, appartiennent à CS de HT. Et il y a un théorème qui vous dit le Fourier-1 que j'ai défini sur L1, eh bien le Fourier H-1, il envoie S de HD chapeau dans S de HD. Voilà. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites la démonstration à l'envers, c'est-à-dire que, alors il y a une petite difficulté, c'est d'avoir la décroissance en S. Pour avoir la décroissance en S, vous évitez dans l'intégrale d'inversion lambda égale 0, vous faites des intégrations par partie et vous faites tendre lambda vers 0, epsilon vers 0, c'est-à-dire vous enlevez un petit voisinage de lambda égale 0 et vous vous servez de la continuité pour pouvoir faire tendre lambda vers 0. C'est-à-dire le fait qu'il n'y ait pas de saut quand vous recollez vos deux intégrations par partie. Voilà. Bon, alors quand on est là, on est content. Alors je vais quand même vous donner, vous pouvez me dire, c'est quoi une fonction là-dedans? D'accord, parce que c'est gentil, mais il faut quand même être capable d'en écrire. Alors je vais vous écrire une classe d'exemple. Vous prenez une fonction f qui va de r plus puissance d croix r, qui est c infini, et vous exigez que quand vous dérivez f par rapport à ces variables, eh bien, vous soyez à décroissance rapide par rapport, toutes les dérivées sont à décroissance rapide par rapport à la somme des variables x.
Et une fonction qui va être dans S, la fonction suivante, j'appelle θ de nm lambda. Je prends f, et ici je prends longueur de lambda, 2nj plus 1. Donc ici je remplace les xj par 2nj plus 1, et ici je mets lambda. Et je mets la fonction caractéristique de la diagonale. Ça, c'est une fonction qui est dans S. Alors, deux observations. Ça, pensez que ça ressemble beaucoup à xj carré, en fait. Si vous pensez en Fourier, ça c'est xj carré, plus ou moins. La grosse différence, c'est que vous voyez ici, il y a une singularité en lambda égale 0. D'accord? Et ici, c'est régulier. Alors, qu'est-ce qui se passe? Regardez l'opérateur, malheureusement, il est effacé, mais dans l'opérateur delta chapeau, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des décalages. Quand vous faites un décalage ici, quand vous rajoutez 1 ici, vous rajoutez 2. Qu'est-ce que vous faites? Vous écrivez une formule de Taylor. Et en fait, le miracle, c'est qu'avec les signes, et puis vous avez aussi des décalages vers le bas. Vous écrivez une très longue formule de Taylor et vous apercevez que les termes qui doivent s'en aller s'en vont. Et puis vous faites une récurrence et vous démontrez que c'est dans S. Bon. Ceci dit, si on écrit rigoureusement une démonstration qu'une fonction est si infinie, il y a toujours une récurrence, quand même. D'accord. Si on le fait sérieusement, il y a toujours une récurrence. Donc c'est normal d'en avoir une. Bon, si je ne vais pas du tout vous parler de ça. Alors, dans le temps qui reste, je vais quand même arriver à ce que je voulais faire, c'est-à-dire définir la transformée de Fourier sur S'. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, maintenant j'ai un espace S, donc j'ai un espace S', c'est simplement les formes linéaires. D'accord? Alors, maintenant, j'ai un espace S, et cet espace S, il est, donc définition, S', le HD, c'est l'ensemble des formes linéaires continues sur S de HD. Chapeau. D'accord? Et comment on va définir la transformée de Fourier? C'est très très simple. Regarde, on va faire par dualité, mais ça c'est comme on définit pour les distributions. Alors simplement les distributions, c'est tellement simple parce que tout est symétrique, c'est tout le même espace, donc en fait on ne voit rien, mais en fait c'est de la dualité. Donc qu'est-ce que je vais regarder? Je vais regarder maintenant, je prends deux fonctions psi de W chapeau, je prends une fonction f de W, et je regarde ce que c'est que je prends sa transformée de Fourier, je prends sa transformée de Fourier, ici, W chapeau, et je regarde ça là-dessus, dw. En fait, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ce truc-là, c'est l'intégrale de puissance moins i lambda, W chapeau grand Y, de fw. Autrement dit, qu'est-ce que j'ai? En fait, je définis la transformée. Ça me définit une forme bilinéaire. C'est quoi l'équivalent dans RD? C'est simplement que... je vais continuer à écrire des trivialités, mais c'est ça. D'accord? J'ai écrit ça. J'ai exactement écrit ça, sauf qu'ici, ça s'appelle W, ça s'appelle W chapeau, et ce truc-là, c'est ce gros bazar. C'est la même chose. D'accord? C'est la même chose. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Quand je calcule la transposée, qu'est-ce que c'est? Ça, je peux tout à fait l'écrire comme étant, c'est f appliqué à la transposée de la transformée de Fourier appliquée à θ. Et ça, ici, je suis en dualité S' de HD, S' de S de HD. D'accord? Mais qu'est-ce que c'est que la transposée? La transposée, en fait, c'est presque l'inverse. C'est normal, de toute façon, ça conserve la normale 2, donc c'est très facile de voir que la transposée, c'est juste ici, j'ai changé, il y a deux changements de signe. C'est tout. C'est pareil, ça envoie S de H chapeau dans S. Donc ça, si je mets une distribution ici, ça me définit une forme linéaire continue sur S de HD chapeau. Et c'est ça la transformée de Fourier. Autrement dit, la définition, si j'ai une distribution tempérée sur SD, eh bien, j'ai tout simplement que T, si j'écris comme ça, T chapeau appliqué à θ, c'est tout simplement T appliqué à transposer. Bon. Ici, c'est une dualité sur H chapeau, ça c'est une dualité sur H. En fait, on fait tout le temps ça. Parce que quand on définit la dérivée d'une distribution, on ne transpose pas la dérivée. On fait moins la dérivée. Mais qu'est-ce que c'est que moins la dérivée? C'est juste la transposée de la dérivée. Donc en fait, on a aussi transposé deux fois, sauf qu'on ne s'en rend pas compte, parce que c'est le même espace. Mais quand on définit la dérivée d'une distribution, on transpose deux fois. Sinon, si on transpose qu'une fois, on définit moins la dérivée. D'accord? Là, c'est pareil.
C'est le même plan. Bon, alors, juste peut-être pour quelques minutes qui me restent. Alors, cette fois, on va faire du M1. Donc, je suis vraiment désolé, je crois qu'on n'a pas passé le stade M2. Donc, la transformée de Fourier de la masse de Dirac, c'est la fonction constante fois c'est 1, disons que c'est delta Mn. Qu'est-ce que c'est en termes d'opérateur? C'est l'identité. Et ça, c'était très facile à voir. Alors, un truc qui était plus délicat avant, c'est qu'est-ce que c'est que la transformée de Fourier de 1? C'est ma question favorite si jamais je fais passer un oral de M1, c'est de demander aux étudiants ce que c'est que la transformée de Fourier de 1. Donc il fallait quand même pouvoir répondre à cette question dans cette théorie. Qu'est-ce que c'est? C'est exactement ce que vous pensez. C'est la masse de Dirac en 0 chapeau. Voilà. La démonstration, c'est la même que la démonstration classique. Une fois que vous avez toutes les inversions, vous prenez sur les fonctions de test, vous jouez, c'est le même jeu. Formellement, c'est exactement la même preuve. Bon. Alors, maintenant, je ne vais plus faire de choses vraiment techniques maintenant, mais quel est le programme après? Le programme, c'est de comprendre ce que c'est qu'une distribution dont la transformée de Fourier est à support compact. Alors, en fait, qu'est-ce que c'est que le support de quelque chose là-dedans? Ce n'est pas le support numérique. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce que c'est? Eh bien, simplement, c'est un ensemble qui va être dans ND croix R. Et c'est le complémentaire de l'ensemble sur lequel f, quel que soit n, f chapeau nm lambda est égal à 0. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, en termes d'opérateur? Ça veut dire que tout simplement, hm lambda appartient au noyau. Si je pense en termes d'opérateur, on est toujours rattrapé par les opérateurs. C'est ça que ça veut dire. Et le n n'a aucune importance. Ce n'est pas le n qui compte, c'est le m. C'est ça qui définit le support. On a un terme de Palais-Wiener. C'est-à-dire que si on a une caractérisation en termes d'inégalité sur le Laplacien, des fonctions dont la transformée de Fourier est à support compact. Alors la démonstration est très très différente parce que si vous ouvrez tous les bons ouvrages classiques, eh bien, les bons ouvrages classiques, ils vous disent c'est quoi la transformée de Fourier d'une fonction C infini à support compact. Mais nous, on s'en fiche, c'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est qu'est-ce que c'est qu'une fonction dont la transformée de Fourier est à support compact, qui là, du coup, n'est plus du tout le même problème. Du tout. Et on a un théorème de Palais-Wiener qu'on peut faire. Donc, et après, l'idée, c'est de refaire dans ce cadre-là des choses qui ont été faites par... il y a un Baouri, Gérard, Chu et un Baouri-Gallagher sur la théorie du bout de Palais là-dedans, où ils arrivent, au prix d'un certain nombre de contorsions, à se passer de la notion de transformée de Fourier sur S'. Mais après, quand on veut définir, par exemple, les Bezoff homogènes, inhomogènes, etc., de ne pas savoir ce que c'est que la transformée de Fourier d'une distribution tempérée, c'est vraiment pénible. Parce que ça oblige à beaucoup de contorsions. Donc ça, c'est des choses qu'on est en train de faire. Et juste pour finir, je vais vous donner un exemple d'une distribution dans SD chapeau qui n'est pas une fonction, quand même. Minimum. Je vais vous donner un exemple de partie finie. À quoi ça ressemble une partie finie? Donc d'abord, ce que je vais vous dire, c'est que cette fonction-là, tout ça puissance gamma, avec gamma compris entre 0 et d plus 1, ça c'est une fonction L1 loc. Oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'on peut identifier les fonctions aux distributions tempérées. Ça, c'est une fonction L1 loc. Alors évidemment, vous pouvez sursauter, vous dites ça, c'est beaucoup trop grand en 0. Non, parce que j'ai lambda puissance d qui tape. Une intégrale lambda puissance d. Donc ça, c'est une fonction L1 loc. Et bien, vous pouvez définir, quand lambda est dans d plus 1, d plus 3,5, eh bien, je vais vous définir une distribution qu'on peut appeler, je pense, partie finie de ça. Puissance gamma, appliquée à θ, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement l'intégrale de plus moins lambda, moins 2 fois la valeur en 0, le 0 de H chapeau, divisé par ça. Ça, c'est l'intégrale sur H chapeau. D. Puissance gamma. dw. Voilà. Ça vous définit une distribution. Vous allez remarquer ici, ça s'arrête à 1,5, parce qu'en fait, vous avez remarqué que dans la démonstration que j'ai faite de la continuité, en fait, si on pousse le développement limité, c'est un développement limité en puissance de lambda 1,5 qu'on a et pas lambda.
Il y avait un terme, c'était lambda 1,5, la puissance de petit s, et pas lambda. Et c'était un vrai terme. Donc voilà des exemples de distribution. Et donc ce qu'on est en train de continuer à faire, c'est un peu d'explorer les distributions sur cet objet qui est constitué de deux cônes disjoints avec un nombre dénombrable de droite. Et je vous remercie de votre attention.